propose de démarrer. On va démarrer avec, alors je vais vous présenter les personnes qui vont discuter, échanger avec nous. On va avoir Aurélie Loubès, la directrice du CRT Nouvelle-Aquitaine, avec qui on va démarrer. On a Antoine Angéard d'ADN Tourisme, le directeur. On a Frédéric Blavou, qui est directeur aussi d'Apidae, et on a Simon Descamps, directeur, donc on n'a que des directeurs et des directrices, hein, quand même, c'est au plateau aujourd'hui, de faire savoir. Et moi-même qui suis consultant en tourisme, IA, et ainsi de suite. Voilà. Alors, pour démarrer, ce que je voulais, c'est juste vous présenter un petit peu les enjeux. Ah oui, alors j'ai la petite rubrique il y a 20 ans, qu'est-ce qu'il y avait il y a 20 ans? Alors il y a 20 ans, là il faut chercher, avec l'intelligence artificielle, on est un petit peu en difficulté à chaque fois. Alors voilà, il y a 20 ans, c'était la naissance, d'accord, des réseaux de neurones. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à travailler un peu là-dessus. Je regardais un peu l'historique, mais finalement, même pour apprendre tout ça, ils avaient quand même très peu de données. Voilà, donc c'est une petite image faite avec un petit bébé là, avec les neurones, tout ça, sauf que tout ça c'est artificiel, la photo aussi. Et moi, j'ai rajouté une petite couche, c'est que il y a 20 ans, en fait, il y a Garry Kasparov qui a perdu aux échecs contre Deep Blue, une machine d'IBM. Et pour ceux qui n'ont pas vu, il y a une série sur Arte qui vous raconte toute l'histoire. Et alors, je ne sais pas si je dois dire la fin, mais j'ai mis un petit truc qui a légèrement triché. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment si c'est vraiment IBM et Deep Blue qui a gagné ou pas, mais c'était déjà le démarrage d'un affrontement un peu entre le cerveau humain et l'intelligence artificielle. Alors, pour aller dans notre problématique à nous, il est important de démarrer en comprenant qu'en fait, quand on prend un moteur d'intelligence artificielle, il y a quelque chose qui est fondamental au départ, c'est d'avoir des données. D'accord ? Si vous n'avez pas des données pour alimenter le moteur, ben en fait, vous n'allez pas bien loin. Moi, j'ai fait l'expérience une fois avec IBM justement et une station de ski qui s'appelait Serre Chevalier. On a eu plein d'idées, sauf qu'en fait, on n'avait pas. C'était la Compagnie des Alpes qui avait les données. C'était pas l'Office du tourisme, et on est resté sans rien. On n'a rien pu faire du tout, si ce n'est juste imaginer, penser des études de cas intéressantes. Donc la donnée, elle est fondamentale. C'est vraiment quelque chose, c'est l'or de demain et d'aujourd'hui déjà. Et si vous avez les bonnes données, ben en fait, vous pouvez faire plein de choses. Donc là, c'est des verbes d'action. On peut chercher, converser, synthétiser, écrire, dessiner, faire renseigner, recommander, énormément de choses. Donc c'est vraiment important de comprendre en fait cette logique de données. Par rapport à ça, on a différents types de données. Juste pour poser un petit peu le problème, on a quand même la donnée de l'offre. Donc ça, vous la connaissez très bien, c'est vous qui la gérez, la donnée de l'offre. Justement, dans les SIT, hein, globalement, en priorité. Alors, il n'y a pas que vous non plus. On va y retrouver les hébergements, restaurants, sites naturels, monuments, enfin bon, tout ce que vous avez comme fiche dans vos SIT, justement. De l'autre côté, on a les données clients. Et là, par contre, au niveau des institutionnels, la donnée client, franchement, vous êtes très pauvre, d'accord, voire inexistant. Il y a d'autres acteurs qui le sont. Par contre, c'est Apple et Google qui, eux, vous connaissent sur le bout des doigts, peut-être mieux que vous à certains moments, puisqu'ils vous suivent depuis des années. Ils savent exactement ce que vous faites, où vous allez en vacances, quand vous partez, presque si vous êtes malade, si vous êtes à la pharmacie, chez le docteur, tout ça. Ils savent tout. Et notamment sur vos loisirs, ils savent quand est-ce que vous faites où est-ce que vous êtes allé, ce que vous avez consommé, ainsi de suite. Donc eux, c'est une vraie richesse qu'ils ont. Donc au milieu, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a d'autres données, par exemple la météo, les transports, ce genre de choses-là. Et puis derrière, on va avoir l'intelligence artificielle. Et tout ça, en fait, ça va servir à une seule chose, et c'est vraiment fondamental quand on pense intelligence artificielle, de toujours le mettre en perspective avec l'expérience du client. C'est-à-dire que le client, il va vivre une expérience, et la différence, on passe vraiment d'un tourisme de masse à un tourisme hyper personnalisé. Donc ça veut dire une réponse vraiment centrée sur mon besoin. Et c'est avec ce type de données et l'intelligence artificielle qu'on va y arriver. Alors juste pour exemple, ici, je vous ai mis les enjeux qui sont liés aux données, qui sont finalement une donnée extrêmement précieuse. Le premier problème, c'est la fiabilité de la donnée. C'est-à-dire que si la donnée elle n'est pas fiable, ben, en fait, ça va dégrader totalement l'expérience client. Un exemple ici, l'hôtel Bellevue est situé au cœur de la ville. D'accord. S'il n'est pas au cœur de la ville, moi j'étais allé au cœur de la ville, je me suis garé, puis finalement je me retrouve à l'autre côté, je vais avoir une expérience plutôt négative. Il me faut après des données riches,
d'accord, et qualifiée. C'est-à-dire que là, entre la donnée brute qu'on va avoir à certains moments et une donnée qui va un peu plus loin, là j'ai rajouté, en fait, avec une vue panoramique sur la mer, avec un spa luxueux, c'est le point de départ de 3 randonnées, et les 3 petits points, ça veut dire que je pourrais en rajouter presque une page. D'accord, je vais qualifier cette offre autour de ça. Et ça, c'est la richesse des gens qui sont sur le terrain et qui connaissent vraiment l'établissement. Après, on va avoir les données entre guillemets contextualisées. Donc là, j'ai rajouté avec d'un parc avec des jeux adaptés aux enfants, idéal pour la famille. Donc en fait, je le contextualise par rapport, par exemple, à une cible, par rapport à une thématique aussi, ce genre de choses-là. Donc ça devient aussi très intéressant et c'est vraiment ce genre de choses-là qu'il faut intégrer dans l'avenir. Et puis après, c'est aussi la forme de la donnée, c'est-à-dire que même quand j'ai des données comme ça, est-ce que je peux les rendre séductrices? Est-ce que je peux les mettre dans une logique expérientielle? Est-ce que je vais vraiment accrocher mon lecteur? Ça, c'est un enjeu majeur dans la communication. Donc là, j'ai rajouté, j'ai changé la forme, découvrez l'hôtel Bellevue, tout ça. Ça, on l'a pas obligatoirement très bien dans nos bases de données aujourd'hui. Alors que bon, c'est très dur à faire. Et puis, voilà, là, l'IA peut apporter vraiment un véritable appui pour récupérer la donnée, pour travailler la forme de la donnée. Donc c'est un élément qu'il faut considérer. Et puis après, on a vraiment l'enjeu des données chaudes et des données froides. C'est-à-dire que si je vais à l'hôtel Bellevue, est-ce qu'il me reste des places au parking? D'accord. Donc ça, c'est chaud. D'accord. Et je suis obligé de savoir s'il n'y a pas de place, là, c'est pareil, il faut que je me gare à 3 km, il faut que je marche, tout ça, ça va dégrader mon expérience. Donc bien comprendre ça, c'est logique de flux, c'est l'enjeu majeur qu'on doit traiter. Et là, j'ai essayé de voir un petit peu les données, faire une petite projection. Hier, on avait, vous voyez, un petit rond orange de ce qu'on avait comme données. Je dirais qu'aujourd'hui, on a un peu plus de données qu'il y a 20 ans, d'accord. Mais demain, en fait, je me suis dit, mais on n'a pas assez de place là. D'accord. C'est ça. Ceux qui ont suivi l'atelier d'hier, on parlait de Pierre et Vacances qui disait, mais j'ai 5-6 segments de clientèle et je vais passer à 200-300 segments de clientèle. Donc imaginez les données qu'il faut pour 200-300 segments de clientèle. Alors la question, est-ce que c'est vous qui allez l'apporter ou pas? On ne sait pas. Justement, c'est le vrai débat là-dedans. Comment on va s'organiser? Et là, vous avez un rôle à jouer qui est intéressant par rapport à tout ce que je viens de présenter. C'est le côté proximité. Vous êtes sur la destination, vous pouvez vérifier finalement ce qui se passe autour de l'offre touristique et apporter une garantie sur la fiabilité de l'information. Vous avez une véritable expertise aujourd'hui sur l'expérience touristique, c'est votre métier. D'accord, il y en a plein qui s'en servent, c'est pas leur métier, donc ils ne savent pas comment la présenter, ils ne savent pas comment la valoriser. Vous avez une véritable expertise de la destination, vous la connaissez dans ces petits recoins, tout ça, et là il va falloir y aller vraiment dans les recoins pour apporter de la valeur. Vous allez voir, ça va venir juste après. Et puis vous avez un rôle de recommandation vraiment et d'une recommandation experte. Et tout ça, c'est de la donnée finalement, d'accord, avec un mix de tout ça. Et c'est votre valeur, c'est là où vous créez de la valeur véritablement, et c'est ça qu'il faut qu'on travaille avec un acteur majeur aujourd'hui qui est l'intelligence artificielle. Donc là, j'ai mis un petit focus aussi, quid de nos SIT là-dedans. On va retrouver notre offre. On va retrouver nos fiches d'objets touristiques, de POI. On va retrouver des données tierces, d'accord, avec des logiques de coopération. On va ce que je vous disais tout à l'heure, les transports, les exemples météo. Alors, est-ce que toutes ces données, elles restent dans le SIT? Est-ce qu'elles sont négociées? Voilà, c'est une question qu'il va falloir aujourd'hui traiter. Et derrière tout ça, les questions qu'on va se poser, et c'est pas moi qui vais répondre, c'est mesdames et messieurs, c'est qui sera le chef d'orchestre? D'accord, donc là c'est l'avenir qui nous le dira. Qui seront les musiciens? Je pense que vous êtes en partie des musiciens. Avec quelle partition? Comment vous allez travailler? Quels outils? Ainsi de suite. Avec quelles données? Et quels services? Voilà, donc en fait, là j'ai essayé de poser la problématique générale. Je vais laisser Aurélie venir nous expliquer un petit peu comment elle s'est confrontée à ce problème. Elle va nous raconter un peu son histoire à ce niveau-là et comment ils réfléchissent au niveau de la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui à traiter ce problème. Alors juste Aurélie, ce que je t'invite, c'est venir à ma place, comme ça au moins on aura un peu plus de dynamique. Sinon on va s'endormir un peu si on reste assis tous. Bon, j'espère pas vous endormir. Non. Bon, déjà vous dire, moi j'ai bien écouté la prospectiviste hier et je suis pas mal dans le brouillard en fait, sur ces sujets-là aussi. Donc j'espère qu'on va trouver quelques rayons de soleil ensemble. Merci. Alors voilà, moi, je voulais vous partager notre expérience avec un petit flashback aussi. Alors, je ne vais pas revenir sur 20 ans, mais juste quelques années en Nouvelle-Aquitaine, donc plus grande région de France, 12 départements, on avait 3 SIT. Les 3 départements du Limousin étaient sur LEI.
l'Aquitaine sur Tourinsoft avec Sirtaki, et les Charentes qui sont sur Happy Day. Donc, pardon. Tu veux bien me servir un verre d'eau, s'il te plaît? Pourtant, la soirée a été tranquille, mais... ouais. Donc voilà, donc problématique, LEI commence à donner des signes de faiblesse, et les départements du Limousin nous disent, viennent vers nous, moi j'étais pas encore au CRT à ce moment-là, comment on fait, etc. Donc on lance une démarche, un audit du système d'information touristique et de la donnée touristique en Nouvelle-Aquitaine. Et cet audit nous dit, grands enseignements, importance de la donnée. C'est une importance stratégique, Benoît vient de le dire, tous les services que ça peut donner, et le fait que on ne peut pas faire nos activités, délivrer nos services sans cette donnée. 2, décision de migrer les 3 départements du Limousin sur Sirtaki, après avoir étudié évidemment Tourinsoft et Apidae, on migre vers Sirtaki. 3, décision de faire une plateforme de la donnée régionale. Je vais te prendre le verre, sinon je peux pas. Merci. Donc, plateforme de la... Voilà, d'évoluer vers une plateforme de la donnée régionale. Donc ça en 2 temps. Premier temps, on passe effectivement on intègre les données d'Apidae qui couvrent toutes les 2 Charentes dans la plateforme qui, pour l'instant, dont le socle est le SIT. Donc le socle technologique reste Sirtaki, Tourinsoft. On intègre les données. Donc coopération avec Apidae pour créer la passerelle, ça c'est fait. Deuxième évolution, l'idée de venir sur un hub de la donnée, un peu en mode Occitanie, où on aurait cette plateforme qui agrège toutes les données, plus la possibilité d'intégrer de la donnée tierce, comme tu le disais Benoît, météo, données chaudes, etc., transport, c'est éminemment important. Et donc on commence à travailler sur la gouvernance, en fait, parce qu'il faut se dire quelle est la responsabilité, comment est-ce qu'on gère la donnée, quelle est la chaîne de valeur, le cycle de vie de la donnée, etc. Donc on se fait accompagner là-dessus et on commence à travailler. Et là, moi je dis pause, parce qu'en fait on a une évolution très forte de l'environnement institutionnel. On voit que les compétences commencent à être remises en cause, voilà, sur qui va garder les compétences sur l'échelon. Or, notre système, il repose sur la chaîne territoriale et on a besoin de tous les échelons. 2, on a quelques défaillances techniques avec notre opérateur, avec Tourinsoft. Donc là, on entame un échange. Et merci Simon, parce qu'on a une très grande qualité d'échange qui nous a permis d'avancer et de résoudre un certain nombre de problèmes. 3, on sent que le SIT arrive à la limite, enfin, l'organisation arrive à la limite de son système. 400 personnes sont impliquées dans le système d'information touristique de la Nouvelle-Aquitaine, c'est énorme. Et en même temps, on n'a pas toujours une qualité au bout. Donc c'est une énorme charge essentiellement pour les offices de tourisme, très mobilisés. Et pour autant, on n'arrive pas forcément à avoir tout ce qu'on veut. On a des offices on a des démissions silencieuses. On se rend compte que certaines fiches, certains territoires, c'est plus rempli sur certains segments ou sur l'ensemble. Je reçois un mail en disant « Salut Aurélie, au fait, je suis l'office touriste truc, je t'informe, je ne saisirai plus dans Sirtaki, je passe sur Apidae. » Comme ça. Donc on se dit, on ne peut pas continuer voilà, sans s'en prendre un peu de hauteur et réfléchir à comment on va... vers quoi on doit évoluer en fait. On sent que le socle technologique, il est bien pour nos usages de maintenant et encore avec quelques défaillances, mais est-ce qu'il va suffire sur nos usages de demain ? L'organisation territoriale, elle est extrêmement lourde pour tous les échelons territoriaux, avec de la ressource humaine très dense, et en même temps, on n'est pas suffisamment au bout. Et bien sûr, dans ce que je n'ai pas dit, il y a les évolutions technologiques et tout ce que peut nous apporter l'IA qu'on n'exploite pas encore. Donc on fait un pas de recul et on se donne ce cadre décisionnel évolutif en partant de l'usage prospectif. Qu'est-ce qu'on veut rendre comme usage, comme service et à qui ? Je vais y revenir. Tout ça posé sur un niveau d'ambition stratégique. Quel rôle on veut jouer sur la data et sur est-ce qu'on veut être sur toute la chaîne de valeur ? Est-ce qu'on veut être dans une approche souveraine ? Est-ce qu'on veut être dans une approche d'open data totale, etc. Et de tout ça va découler de quelles fonctionnalités techniques on a besoin et de quelle organisation et de quelle gouvernance. Et les fonctionnalités techniques, où est-ce qu'elles doivent être ? Moi, si je reviens, je ne sais pas si je peux, sur la slide précédente, c'est bien, c'est pas grave. C'est bien beau de faire un hub, mais est-ce qu'on doit tous avoir à l'échelle régionale, voire départementale, de l'import de données de l'INSEE, de la météo, etc. Ou est-ce que ça doit faire un niveau supra ? On a Data Tourisme qui est là. Donc toutes ces questions-là.
Et donc, je vous disais, l'ambition stratégique, on a essayé de poser 3 cadres. Un cadre souverain, là, c'est on va maîtriser la qualité de la donnée, on va produire la donnée avec l'aide de l'IA, etc. Mais on va servir tous les usages. Et on a essayé de définir les grands niveaux d'usage et les grands niveaux de services surtout. Des services aux nos sociopros, des services à nos visiteurs et des services pour nous, OGT. Quand je dis nous, c'est tous les OGD. Hein. C'est pas le CRT, c'est vraiment la communauté territoriale qui est impliquée et qui se sert des données. Pour l'ingénierie et du marketing de l'offre, concevoir des nouvelles offres, et sur la promotion. Donc, c'est 3 grands types de services rendus à nos parties prenantes et à nous-mêmes. Et après, on essaie de graduer. Soit on veut essayer d'être présent partout, on a plutôt une logique de souveraineté, et on veut produire la donnée, mais on veut aussi être ceux qui rendent les services un peu à tous les niveaux. Un positionnement, on se dit, OK, il y a des opérateurs, il y a des gens dont c'est le métier, il y a X acteurs qui émergent sur l'IA, il y a des géants de la donnée, etc. Nous, notre job, c'est de se recentrer sur notre valeur ajoutée première, sur notre cœur de métier, de dire on doit produire une donnée de qualité, la garantir, parce que nous seuls avons cette proximité de terrain, cette connaissance de nos opérateurs touristiques sur nos territoires, etc. Finalement, c'est un enjeu un peu de survie, tout ça aussi. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, donc si on fait ça, c'est super, ça peut être vraiment une vraie valeur ajoutée. Si on ne le fait pas, il y a un risque. Ben, en fait, c'est vraiment le cœur du livre blanc. C'est que, enfin moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, ras-le-bol des cités. J'ai une vie antérieure, tout ce qu'a raconté Claude. Alors, j'ai pas connu le tout début, mais j'ai connu ça. En Poitou-Charentes, on avait créé notre propre cité. Ça a été un enfer. Je me suis dit, la donnée, elle est ailleurs. On n'a pas forcément besoin, etc. Et en fait, je suis revenue en arrière parce que c'est éminemment stratégique si on veut pousser de la valeur pour nos territoires. C'est-à-dire que si on laisse faire le marché, je dirais, sur la donnée, ils vont vendre ce que le client veut, uniquement ce que le client veut, ce qui est le plus facile à vendre. Nous, notre job, c'est d'apporter de la valeur au territoire, sur des territoires moins fréquentés, moins connus, sur la désaisonnalisation, sur de l'offre durable. Et donc, si on n'est pas capable de la rendre visible, de la qualifier, cette donnée, elle n'émergera pas. Donc, on a notre rôle d'intérêt général, en fait, là. Effectivement, cette survie, la survie pour nos structures, j'ai envie de dire, on ne vit pas pour vivre. Et l'avenir nous dira, et très certainement assez rapidement, comment ça va évoluer. C'est plutôt l'avenir du service général enfin, l'intérêt général et du service public sur l'intérêt pour les territoires. Quand je dis territoire, c'est tous les acteurs économiques, socio-économiques, etc. Et économique, mais aussi environnemental, sociétal. Et ça, on a notre rôle à jouer, et notamment à travers la donnée, parce qu'on va modéliser cette donnée pour la pousser. Quand on fait nos séjours bas carbone, c'est pas pour faire du séjour bas carbone, c'est pour rendre visible cette donnée-là. Ce qui amène à une autre question, c'est est-ce qu'on doit rester sur de POI ou est-ce qu'on doit évoluer vers des plateformes de contenu marketé qu'on va aller mettre à disposition, etc., contenu éditorialisé, etc. Ça, c'est une des évolutions. Il y a le CRT Hauts-de-France qui évolue vers ça, d'un système d'information touristique à un système d'information marketing. Ils ont un positionnement marketing autour des types de fatigue, et l'offre apporte des types de repos. Ils vont qualifier de cette donnée-là à l'aide de l'IA, et elle n'est pas mise dans le SIT, mais c'est des choses, voilà, des évolutions qui sont envisageables, d'avoir des grandes plateformes de contenu pour alimenter leur site web et aller offrir cette réponse-là par une donnée, X source de données, dont le SIT, une couche d'IA, et ils ont une donnée marketée qui répond à leur positionnement marketing. Et il l'offre aussi aux tiers ? Ça, je ne sais pas. Et je pense qu'ils ne savent pas encore pour l'instant. Alors, ils ont un positionnement où ils sont très connectés avec leurs clients. Tu disais qu'on avait globalement, je suis complètement d'accord, et c'est notre cas à nous, pas de données clients. Eux, ils en ont. Donc, ils peuvent se permettre ce positionnement-là. Ce qui ne veut pas dire que ça ne doit pas être aussi ouvert. Et là, c'est une question, pour finir, sur le scénario équilibré, c'est... Notre job, c'est de gérer de la donnée, de construire de la donnée, de garantir cette donnée, mais de faciliter l'accès via des API à des IA, à des tiers, pour qu'ils fassent leur job et le porter au niveau du client. Et donc, on a cette matrice qui nous dit à qui on doit délivrer des usages, comment on veut se positionner par rapport à ces usages. Et après, là, vous avez donc les post-it qui sont posés, qui sont juste des exemples, mais ça va nous permettre d'avancer dans notre réflexion sur ça. Et ça, on va le faire, donc on va essayer de dresser ça, et on va évidemment consulter toutes nos parties prenantes, donc évidemment les offices de tourisme et les ADT, qui sont pleinement impliqués dans la gouvernance de Nadata d'ores et déjà. On va faire une cartographie de la donnée, donc on va regarder les différences de données entre les deux systèmes d'information,
majeurs pour voir comment demain, si on veut converger par quelque chose, où sont les points de frottement, qu'est-ce qui manque, de quel côté, comment on fait converger. Tout le cycle vie de la data. Là, c'est-à-dire quelles sont toutes les parties prenantes, quelles sont leurs prérogatives sur tout le cycle, non seulement dans la production, mais aussi dans la diffusion. On va interroger nos diffuseurs, nos parties prenantes diffuseurs, et on voudrait arriver à une stratégie de la data. Et notre objectif, c'est de collecter toute cette matière sur quel service on veut rendre, comment se positionne chaque échelon territorial, à quel moment c'est important dans sa stratégie, d'avoir des données techniques pour essayer de définir de quelles fonctionnalités on a besoin et j'insiste là-dessus, à quel niveau ces fonctionnalités, ces outils doivent être mis en place. En gros, on a besoin d'outils pour collecter de la donnée tiers ou de la donnée pour l'enrichir, pour diffuser de la donnée, faire en sorte qu'elle soit, et pour capitaliser sur toutes les possibilités offertes par l'IA. Finalement, c'est ce que faisait un petit peu Data Tourisme. Enfin, on est dans une logique, là, c'est juste pour faire la transition en fait. Hein, mais là, on est dans un écosystème. Alors là, en fait, vous avez bien remué quand même. Hein, enfin, il y a une vraie question de. On est dans le brouillard là. Voilà, on voit quelques rayons de soleil, mais on est encore dans le brouillard. Ouais. Et là, le soleil arrive avec ADN ou pas ? Exactement. Et je vais faire la transition, si tu me permets. L'idée, c'est toute cette matière, de la donnée ADN, qui a entamé une étude dans laquelle, évidemment, on est partie prenante, pour nous permettre de modéliser des grands scénarios sur des modèles de gouvernance, avec une plateforme, sans plateforme, de voir le niveau de souveraineté et de pouvoir disposer ainsi, mais je ne veux pas trop déflorer ce que va dire toi, disposer d'un outil d'aide. Donc on a vraiment concerté nos démarches de sorte à ce qu'on se dise que tout ce qui va sortir comme matière en Nouvelle-Aquitaine, il y a de fortes chances que ce soit le cas ailleurs, sur les services qu'on veut délivrer, avec des nuances, évidemment, des possibilités, sur les fonctionnalités attendues, etc. Et du coup, pour pas refaire le match et refaire, comme ça se fait souvent, et une énième étude qui va dire ce qui était déjà connu et ce qui était déjà dit par une nouvelle étude. Et là, on a vraiment concerté parce que c'est un enjeu national et même international. Et donc, on ne peut pas raisonner. Moi, je ne veux pas raisonner en me disant je vais faire ma plateforme, je vais faire des connecteurs et je vis en vase clos. Non, on a un opérateur national. J'ai même envie de dire on a un autre opérateur Apidae qui se positionne aussi en opérateur national. Donc, comment on joue avec tout ça et comment on crée des communs ? Parce que si on parle de mettre ces fonctionnalités à un niveau national, on parle de communs. Et c'est là où ça devient intéressant, où on retrouve toute notre valeur et on peut essayer de retrouver du coup un peu de souveraineté et d'intelligence à travers des communs qui vont être des outils qui vont nous permettre de dialoguer par exemple avec l'intelligence plutôt que de tout refaire et d'être tous à la course à notre chatbot, etc. On refait le match qu'on a fait avec nos SIT, avec l'observatoire, on achète chacun nos données, etc. Moi, je crains un peu ce qui est en train de se passer. Après, là. on est dans le brouillard, je te rassure, il n'y a pas que toi qui est dans le brouillard là-dedans. Aujourd'hui, avec l'IA, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans le brouillard. D'accord, on essaye de mettre les phares, mais bon, ça éclaire pas trop loin. Mais alors, moi, je voudrais qu'on bascule un petit peu sur, justement, est-ce que ADN est dans le brouillard ou a des phares très puissants, en fait ? Antoine ? Éclaire-nous, Antoine. Oui. Déjà, je vais commencer par dire bonjour à toutes et à tous, mais moi je ne suis pas un spécialiste, contrairement peut-être à d'autres dans ce panel, de l'IA. En revanche, à la tête d'ADN Tourisme, on est là pour essayer de travailler avec tous les adhérents, pour essayer justement que les phares portent un peu plus loin, comme tu disais, ensemble. Donc moi, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Par contre, je pense que c'est important de dire en fait ce qui se passe aussi aujourd'hui dans le réseau et soulever des enjeux qui sont transversaux, finalement, donner une vision un peu panoramique, parce que vous avez tous vous êtes tous impliqués dans ces sujets-là pour la plupart. La question, c'est qu'il y a beaucoup de points communs, de réflexions communes que vous avez tous les uns les autres, chacun de votre côté. Et donc c'est ça qu'on essaye de repérer nous pour essayer d'avancer, de vous faire avancer par des réflexions communes et des travaux communs. Peut-être juste un mot, moi j'aimerais bien tester. Moi c'est la première fois que je suis aux rencontres du tourisme. Bienvenue. C'est ma première année, voilà, et je vois que c'est en même temps l'anniversaire des 20 ans, donc je me dis bon j'ai des choses à rattraper. Mais je voulais juste comme ça faire un sondage. Moi toute mon équipe m'a dit il faut que tu ailles aux rencontres du tourisme, c'est super sympa, c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'adhérents d'ADN Tourisme et c'est bien d'être là aussi pour pouvoir se rencontrer. Je voudrais juste savoir qui connaît pas ou connaît mal ADN Tourisme. Levez la main, ça ne sera pas un reproche, hein, mais... D'accord, très bien. Je vous invite à venir me voir après et qu'on en parle. Mais je vais peut-être juste 2 mots quand même, parce que je pense que c'est important de le rappeler sur ADN Tourisme. Moi, j'ai 2 messages à vous passer, j'en profite en même temps. Vas-y, mais rapidement, Antoine, d'accord, parce que rapide, il faut juste. Il y a une conférence après, donc juste. Tu as peut-être le PowerPoint. Tiens, tu as la petite. Ouais. Je vais vous faire l'historique d'ADN Tourisme, c'est pas du tout le sujet. Hop là.
j'arrive pas à revenir en arrière non plus. Si c'est là, ouais, c'est ça. J'avais juste 2 messages très rapides. Le premier, c'est qu'on oublie souvent, j'entends beaucoup d'adhérents dire on est chacun dans notre coin, on est un peu isolé, finalement on n'est pas très costaud, on n'a pas beaucoup de moyens. Alors là, les moyens, je ne reviens pas dessus, c'est vraiment les sujets actuels. Mais je voulais juste vous redonner un peu les chiffres clés. Aujourd'hui, il y a 1200 structures qui sont adhérentes, à peu près 1 millier d'offices du tourisme, et ça représente 12 000, vous représentez 12 700, quasiment 13 000 professionnels experts du tourisme. Ça peut paraître bête, mais au niveau de l'État aujourd'hui, moi j'ai tendance à dire à nos chers amis du gouvernement et autres que la politique française du tourisme, c'est d'abord une politique territoriale du tourisme. Donc c'est vous. Et quand on cumule tous les budgets, quand on agrège tous les budgets des adhérents d'ADN Tourisme, on est sur 1 milliard d'euros. Par comparaison, à Tout France, c'est un budget de 50 millions d'euros. Enfin, quand j'enlève les 20 millions que vous-même continuez aussi à leur donner pour différentes missions. Donc voilà, je voulais juste poser ce premier point-là. Vous n'êtes pas isolés, on est une communauté très puissante, on est une armée de terrain qui est présente partout. Et donc aujourd'hui, le tourisme, c'est quand même nous, c'est quand même vous. Et donc rejoignez le mouvement, parce qu'on a besoin de vous au sein de la fédération pour porter ce message encore plus fort au niveau national. Ça, c'était le premier point sur ADN Tourisme. Le deuxième point, c'est juste pour vous dire, je vous ai remis là évidemment les missions qu'on fait pour vous, mais n'hésitez pas à les exploiter. Nous, on est à l'inverse du savon, quoi. Moins vous nous utilisez et plus on s'use en fait. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre extranet, il y a beaucoup de choses. Si vous ne connaissez pas bien nos services, allez voir notre site. On va essayer d'évoluer beaucoup sur la com aussi pour vous apporter davantage l'information sur ce qu'on fait pour vous. Mais on est une équipe de 17 personnes vraiment dédiées à vous, donc, et notamment sur tous les sujets digitaux, innovation. Il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de réflexions. On essaie de tout mettre ça sur notre extranet. Donc utilisez la fédération, sinon on s'use. C'était mes 2 premiers messages. Pour enchaîner sur le côté data, d'ailleurs je dis bien data parce que je pense qu'on aurait pu même inverser le sujet, c'est d'abord data et après IA, puisque tu l'as rappelé Benoît et c'est extrêmement important, sans data il n'y a pas d'IA en fait, tout commence là. Rapidement, alors ADN a été créé en 2020 donc c'est quand même très récent, mais pour autant on a quand même une longue expérience sur tout ce qui est data. Et notamment parce que déjà il y a une habitude, comme l'a dit Aurélie, on a vu un peu l'historique tout à l'heure, les cités ça existe depuis un petit moment, et donc vous avez tous une activité, je crois, enfin vous contribuez tous à remplir des données sur les cités, etc. Et c'est vrai que finalement on a réussi à développer par le biais du projet Data Tourisme, pour différentes raisons, d'ailleurs sur lesquelles je vais revenir parce que je pense que c'est important, un entrepôt de données brutes aujourd'hui au niveau national qui est donc Data Tourisme, donc qui agrège toutes vos données de au niveau national. À la base, c'était pour se conformer à la loi pour la République numérique, d'open data, structure publique ou parapublique, on doit mettre à disposition nos données. Et donc, c'était une manière de dire, si on agrège tout, on rend après cet entrepôt-là ouvert, et donc tout le monde se conforme à la loi. Donc ça, j'y reviendrai après, c'est extrêmement important parce que ça commence déjà un peu à introduire le sujet open data, souveraineté des données, etc. Ça, c'était une première raison de Data Tourisme. La deuxième raison, c'était, ce qu'on a trouvé en fait en créant ce projet-là, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi vous renvoyer des services grâce à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à Data Tourisme, vous pouvez savoir si votre donnée est de qualité, s'il y a des manques, etc. Et deuxièmement, pour prendre juste ces 2 exemples-là, ça vous traduit aussi, alors en plusieurs langues, je ne sais plus trop lesquelles, mais je crois que c'est en 6 ou 7 langues différentes, ça vous traduit vos données, ce qui vous permet vous de récupérer donc, des données traduites et donc de pouvoir proposer de l'information en différentes langues. Donc voilà, le premier élément, c'est de l'agrégation des données. Derrière, on s'est rendu compte que ça pouvait vous renvoyer aussi de la qualité. Et puis, j'ai oublié quel est le troisième point qui était extrêmement important, je prends mes petites notes. Oui, l'enjeu de Data Tourisme, c'était aussi non pas juste se conformer à la loi, mais proposer donc en open data ces données à des apporteurs de solutions pour qu'ils soient en capacité de vous proposer des offres derrière qui peuvent être intéressantes pour avancer. Et donc ça a vraiment une utilité dans le contact avec les startups, des entreprises, etc. Même si je pense qu'on peut faire beaucoup mieux encore aujourd'hui, on a du mal à voir exactement qui s'en sert et quelles sont les offres qui émergent, mais on est en train d'y réfléchir actuellement. Alors, en tout cas, c'est utilisé. C'est utilisé, oui, ça on le sait, parce qu'en fait certains nous contactent et nous disent ce qu'ils font et qu'ils vont proposer des choses au réseau, mais il y en a plein qui ne nous le disent pas. Et on ne sait pas. Par exemple, en gros, si Google aujourd'hui utilise ces données-là, on n'en sait rien. Ils ne sont pas obligés de nous le dire. Donc ça, c'est quand même un sujet qui n'est pas complètement pas anodin. Et donc forcément, une fois que j'ai présenté un peu ce projet Data Tourisme, donc, qui a quand même eu une vertu de structuration de la donnée, j'ai oublié de le dire, mais toutes ces données sont restructurées, on va dire, au niveau dans l'entrepôt de données et ce qu'on appelle une ontologie. Et cette structuration-là, elle a tellement été efficace. Alors,
je le dis pas parce que je dis youpi, c'est nous, on est les meilleurs. En fait, c'est nous, c'est vous, parce que derrière, il y a tout un groupe de travail avec les adhérents. Donc, ça a été structuré tellement bien qu'aujourd'hui, il y a quand même plein d'acteurs au niveau européen qui viennent nous voir en nous disant comment ça marche, montrez-nous un peu tout ça. Et donc, on est vraiment vu comme une référence. Là encore, soyons pas, je reboucle avec mon tout premier point, soyons pas modestes. C'est là qu'on voit que c'est un peu nous qui faisons. Ouais, parce que là, je rebondis un peu avec ce qui avait été dit avec Aurélie avant. Finalement, là, ce qui a été présenté, on est quand même dans un écosystème un peu interne entre nous, d'accord, Office du tourisme et tout ça. Moi, la question que je me pose quand même, c'est l'écosystème élargi, quoi. Comment on se repositionne? Est-ce qu'on a une place là-dessus? Et comment vous, au niveau d'ADN, justement, vous appréhendez la problématique avec ces acteurs, tout ça? Alors, justement, au niveau, je dirais, des autres acteurs en parallèle, quoi. C'est-à-dire que Google ou autre comme ça, mais aussi au niveau géographique, c'est-à-dire qu'au niveau européen, voire au niveau mondial, on l'avait avec Schema.org, où à un moment donné, ce sont quand même, pour ceux qui connaissent, c'était des datas pour les moteurs de recherche, et c'était quand même Google et je ne sais plus qui se sont mis, enfin tous les moteurs de recherche qui étaient mis d'accord sur une norme par rapport à ça. On a la même problématique aujourd'hui peut-être avec l'IA. Comment vous l'abordez? Ouais, alors justement, effectivement, l'IA arrive, oui, ça fait, en fait, c'est super récent quand on y réfléchit, ça évolue à une vitesse folle, mais forcément, ça a soulevé plein de questions par rapport à ce projet data tourisme. Est-ce que la structuration de nos données aujourd'hui, dont je me félicite en disant c'est génial, on est super fort, est-ce qu'en fait, elle correspond encore, est-ce qu'elle nous permet d'être utilisée par les outils IA, que ce soit ChatGPT ou d'autres? Est-ce que cette donnée-là, tout en étant en open data, elle va pouvoir alimenter ces moteurs sur lesquels les touristes probablement vont peut-être aller demain, même si tout ça n'est pas encore bien sûr, mais en tout cas, est-ce qu'on est... Donc là, il y a un vrai sujet où on repose en fait la question quasiment du départ, de dire ces données-là, comment on s'en sert, mais je vais reboucler avec le sujet d'Aurélie, qui est de dire, est-ce que c'est les bonnes données qu'on a en fait aussi? Est-ce que c'est de quoi on parle quand on parle de données utiles pour les touristes, etc. Juste en 2 mots quand même pour dire qu'il y a eu plein d'initiatives dans le réseau. J'ai rencontré pas mal de monde hier qui chacun vous en avez parlé, de Kaisersberg à la Provence et nous dans le réseau, moi j'ai repéré pas mal de choses en Bretagne, dans l'Aube, enfin voilà, à tous les niveaux et dans plein de territoires différents. Et des gens en plus qui ont la fibre digitale, innovation, etc. Et donc du coup qui se sont lancés là-dedans. Mais c'est vrai que s'il y a quelques temps de ça, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un peu anecdotique parfois, avec des choses pas très bien ficelées où on disait bon, est-ce que c'est pas un peu du gadget, etc. Je pense notamment à des chatbots, des outils conversationnels où on disait bon, quelle est la valeur ajoutée? Après, on se rend compte quand même que tout ça a énormément évolué en quelques mois et il y a eu beaucoup de choses aussi structurelles. Alors moi, ce que je vois au niveau du réseau aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de travaux sur comment ces outils d'IA sont des outils de productivité pour ma structure. Je le dis en 2 mots très rapidement, mais avant de parler d'un outil ou d'usage, on va dire, pour le touriste, dans un premier temps, nous, ce qu'on constate, c'est beaucoup le travail sur la productivité. Certains ont intégrer des référents IA dans leurs équipes, je pense au CRT Bretagne, c'est le cas, d'autres des Chief Data Officer, voilà, ça fait très classe, mais donc tout ça pour dire qu'il y a une réflexion, on est de dire, dans ma structure, il faut que j'ai quelqu'un ou quelques-uns qui s'interrogent de manière vraiment structurée, transversale à l'équipe, etc. Donc on voit des choses, je pense vraiment le CRT Bretagne avec les personnes qu'ils ont recrutées, ça permet, alors c'est du test and learn, ils avancent, mais en marchant et en disant c'est quoi tous les différents usages et comment on essaye de les développer efficacement. Alors, je ne vais pas revenir parce qu'hier il y a eu je sais que ça te faisait peur ces slides-là, mais je vais les évacuer en 2 secondes. C'est que d'ailleurs c'est des slides qui ne sont pas à moi, c'est celle de Nicolas François que j'ai repris d'une présentation qu'il a fait à nos rencontres de Troyes il y a 3 semaines. Nicolas, je pense que certains d'entre vous l'ont vu hier. Il est brillant, c'est super intéressant ce qu'il fait et donc au départ, on a des tableaux un peu comme ça pour dire voilà, il y a des cas d'usage. Là, on en voit 6. Mais derrière, tout de suite, il nous sort une slide où il y en a plus d'une trentaine et vous voyez les petits points de suspension et il y en a plein d'autres derrière. Donc, tout ça pour dire que ça se structure. On a fait un atelier hier là-dessus. C'est pour ça que je ne vais pas les détailler. Donc, non, mais vous pourrez le regarder en replay pour ceux qui veulent, ça vaut le coup. Ouais, je te laisse basculer parce que là, par contre, sinon, je voudrais juste quand même que nos cités puissent s'exprimer avant la fin. Bien sûr, je suis bavard en plus. Non, mais je finis sur les enjeux en fait, parce que du coup, voilà, ce qu'il fallait retenir, c'est on a une longue expérience, on a plein de choses, data tourisme, mais qui est largement en train d'être mis en cause. En tout cas, il faut qu'on se pose des questions. Il y a plein de démarches structurées dans les adhérents d'ADN et on va essayer quand même, nous c'est notre rôle, de les recueillir, de vous les rediffuser, etc. Ça c'est un gros enjeu parce que vous êtes très nombreux, donc il faut qu'on arrive à le faire bien. Et puis il y a pas mal d'expérimentations, je finis là-dessus, pas mal d'expérimentations qui sont en cours et on essaye de s'appuyer aussi là-dessus pour essayer de voir qu'est-ce qui peut être duplicable, nationalisé, mutualisé pour aussi faire baisser les coûts.
Ce qu'on se rend compte sur les grands sujets en fait, qui émergent aujourd'hui, j'en ai mis que deux, je pense qu'il y en a d'autres évidemment, mais c'est un peu ce qu'a évoqué évidemment Aurélie. Il y a une question sur les données brutes versus les contenus éditorialisés. Est-ce qu'on continue dans Data Tourisme à avoir, je crois qu'on est à plus de 400 000 points d'intérêt touristiques qui sont répertoriés, mais est-ce que c'est ça qui fait vraiment notre valeur demain qui est utile? Certains disent oui, il faut qu'on agrège les données de transport, les données, voilà, tout ce qui est mobilité et autres, parce que tout ça va nous permettre de répondre de A à Z à la demande du touriste. Clairement, je ne sais pas, j'ouvre les choses, mais en tout cas, c'est un peu cette team données brutes. Et de l'autre côté, on a effectivement, alors plutôt dans dans cette team-là, contenu éditorialisé, elle a dit, qui disent, mais en fait non, on doit... Les données, on les a ailleurs en fait quand on est touriste. Google Maps, voilà, on va voir les horaires de l'hôtel, du restaurant, etc. Donc certains sont plutôt tenants de dire il faut qu'on soit plutôt sur ce que tu montrais tout à l'heure, tout en bas de ta slide, des contenus très éditorialisés, parce qu'on connaît le territoire et personne ne le connaît aussi bien que nous pour le touriste et pour le développement du territoire. Et donc il faut qu'on se concentre plutôt là-dessus. Mais ça, le débat, il est très clairement très vif dans le réseau et il n'y a pas de, pour l'instant, il va falloir peut-être le trancher pour savoir où on va. Le deuxième sujet, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'open data. C'est vrai que la loi nous impose ça, mais aujourd'hui on voit que sur le projet EONAX, mais peut-être que je laisserai la parole aux professionnels vraiment pour en parler, mais le projet un peu de data tourisme, c'est très caricatural, mais au niveau européen, est plutôt dans une démarche de dire open data, non, en fait on va plutôt contrôler nos data et voir ce qu'on en fait et peut-être même les valoriser derrière. En gros, soyons pas naïfs. Et quelque part, ça c'est là aussi un débat très très vif dans le réseau. Certains disent de toute façon la loi nous l'impose donc il faut le faire, et puis on a une mission de service public donc toutes ces données là il faut qu'on les mette à disposition, et puis il y en a d'autres qui disent mais est-ce qu'on est là nous pour supporter le coût, parce que j'en parlais avec Aurélie, elle me dit il y a 400 structures par exemple, je crois que c'était le chiffre, 400 structures en Nouvelle-Aquitaine qui ont un site et qui remplissent ces données, mais finalement donc c'est un coût humain, financier. Est-ce qu'il faut qu'on supporte encore ce coût alors que peut-être demain, c'est Google qui va exploiter ces données en open data et se faire de l'argent sur notre dos en gros. Donc il y a vraiment ce débat aussi de se dire, soyons peut-être pas les naïfs de la bande. On ne le sait pas, d'accord. Donc de toute manière, comment on agit dans le brouillard? Et là, ce que tu nous dis, c'est que finalement, on a un peu de brouillard. Il faut qu'on bascule. Moi, je voudrais juste un mot pour dire, vraiment très rapide pour conclure, comme ça je vous laisse là-dessus. Mais voilà, nous on a créé, alors ça fait très français, mais on a créé une commission Digital Innovation récemment chez ADN. Merci. Non, mais parce qu'en fait, on avait une dizaine de groupes de travail qui travaillaient avec les mêmes experts sur les mêmes sujets. Donc, à un moment donné, c'était une manière aussi de structurer les choses et de monter ça au niveau aussi de notre conseil d'administration pour dire le digital, c'est essentiel si vous ne l'avez pas compris. Donc, c'était aussi une manière d'incarner le sujet. Deuxième chose, on lance une étude, comme l'a dit Aurélie, en lien avec sa propre étude. Donc, on va s'articuler vraiment. Prospective data pour voir les datas, de quoi on a besoin, où elles sont, est-ce qu'elles sont publiques, gratuites, payantes, etc. Mais revenir aux besoins. Avant de parler des outils, donc pour ça que j'ai pas de certitude sur les outils, Apidae, Sovereignsoft, etc. Et puis le dernier point, on va quand même essayer d'être dans une démarche de R&D avec des expérimentations, des choses comme ça, avancer en marchant, parce que ça culture le réseau. Donc on a besoin de vous tous pour ça. Et en même temps, ça permettra d'aboutir peut-être à des outils mutualisés, moins chers, etc. Je m'arrête là, je suis vraiment désolé d'avoir été trop long. En tout cas, alors l'idée quand même derrière, c'est d'enchaîner les SIT. On en a deux aujourd'hui avec nous, Apidae, Sovereignsoft. On va leur donner la parole. Vous, on vient de poser un peu le problème et tout ça. Comment vous le voyez? Simon, tu viens un peu nous expliquer. Alors, sachant que moi, le temps qu'ils prennent son micro, la question que je me pose, c'est les délais aussi. C'est-à-dire que là, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, avec le côté speed, attention, l'institutionnel qui a son temps, d'accord, et des fois le temps du business, c'est pas la même chose, tout ça, et les enjeux à ce niveau-là, de le considérer quand même dès à présent. Je te laisse. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, je suis Simon Descamps, le directeur général de Faire Savoir, qui édite notamment le SIT Sovereignsoft, mais on a d'autres activités. Et donc je pense que le temps est court, je pense que le temps est compté actuellement. Donc alors, c'est ce bouton-là, c'est ça? Ah, il y a encore. Dans la main. Donc effectivement, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc Sovereignsoft a mis les pieds la première fois dans l'intelligence artificielle à l'occasion du club utilisateur en fait. Donc c'était en mars dernier où j'ai eu le plaisir en fait d'animer un atelier dans lequel j'ai présenté une interface en fait. Donc l'idée c'était de montrer que l'on est capable aujourd'hui de développer par exemple un chatbot qui va venir interagir en direct avec un composant logiciel. Là en l'occurrence c'était une carte. Donc l'intelligence artificielle avait la possibilité de faire afficher des icônes sur la carte, déplacer la carte, etc.
Tout ça pour en fait un petit peu commencer à démystifier le sujet et surtout montrer qu'on est capable de faire à peu près tout et n'importe quoi avec l'intelligence artificielle. Les limites aujourd'hui, il n'y en a pas, ou alors il y en a peu, et de plus, elles sont de plus en plus repoussées, ces limites. Donc cet atelier aussi, il nous a permis de mener diverses conversations et de soulever diverses idées. Donc sur 2 axes principaux, bien sûr la génération de données, pour que ce soit pour de l'aide à la saisie, de l'aide à la correction, du sourcing de données, que ce soit des données chaudes ou froides, de l'assistance à la rédaction, et puis surtout aussi la question qui est primordiale pour tous aujourd'hui, c'est la qualité de la donnée, hein, donc sur divers sujets également, hein. Donc là c'est plutôt des IA analytiques en fait, où on va venir automatiquement détecter des doublons, s'assurer de la qualité des médias, mais aussi analyser le contenu des médias pour en tirer de la donnée, etc. Donc c'était un atelier qui était très intéressant, mais surtout un atelier lors duquel on a pu aussi soulever diverses préoccupations. Première préoccupation, c'est toujours la même, c'est la qualité de la donnée. Comment s'assurer que les données qui sont agrégées, qui sont amenées par les intelligences artificielles sont de qualité? Comment on peut s'assurer qu'on n'a pas eu justement, par exemple, une hallucination de la part de l'intelligence artificielle? Alors là c'est simple, hein, c'est toujours la même réponse, hein. On ne va pas venir demain supprimer, venir éliminer les professionnels des territoires, hein, les experts territoriaux, les experts locaux, parce que ce sont eux qui ont le plus de connaissances. Donc justement, l'idée c'est bien que ceux-ci soient là en validateur, et c'est justement une chose qu'avait dit Mathieu Peuzet à l'occasion de cet événement, c'est que l'intelligence artificielle c'est un outil d'optimisation et pas de substitution. Donc elle est vraiment là pour aider et pour optimiser. Et puis la seconde préoccupation, c'était aussi vis-à-vis de la précision et la cohérence des données, puisque une autre phrase qui avait été dite, c'est comment m'assurer que si j'utilise l'IA pour générer mes descriptifs, imaginons que j'en génère 5000, qu'est-ce qui va m'assurer que sur les 5000 descriptifs, j'aurai pas 10% de descriptifs qui commenceront par dans un écrin de verdure par exemple. Et ça, faites-y très attention, parce que finalement, depuis qu'on m'a dit cette phrase-là, je le vois partout dans un écrin de verdure, absolument partout, que ce soit dans des offres liées au tourisme, mais aussi je suis à la recherche d'une maison par exemple, et ça je le vois dans tous les descriptifs sur Le Bon Coin par exemple. Donc globalement... Sauf en ville, non, sauf en ville. Quand tu vois un appartement... Je cherche en campagne. Globalement, quelle est la stratégie de Tourinsoft du coup vis-à-vis de ça? Eh bien, il s'avère, comme l'a souligné justement avant Aurélie, c'est que Tourinsoft, pour diverses raisons, a rencontré des problématiques techniques, surtout aussi des problématiques d'adhésion, hein. Comment justement faire adhérer les offices du tourisme, faire adhérer les socioprofessionnels à l'utilisation du SIT, etc. Et donc on en est venu à une conclusion qui est la suivante, c'est que en raison de tout cet écosystème qui est en train d'évoluer, et finalement il faut prendre du recul, et il faut constater que Tourinsoft arrive au bout d'un cycle, c'est-à-dire qu'il a besoin de renouveau, il a besoin d'une transformation. Donc là aujourd'hui nous, la principale transformation qu'on vise, elle va aller vers 2 objectifs cibles. La première, c'est bien sûr remettre le métier au cœur du produit, ça veut dire permettre aux experts du tourisme de faire du tourisme. Et puis la seconde, bien sûr, c'est l'intelligence artificielle, on est là pour parler de ça aujourd'hui, c'est rendre également l'intelligence artificielle au service des utilisateurs de Tourinsoft, mais également des extranets, etc. Donc l'objectif derrière tout ça, c'est surtout de viser aussi des améliorations technologiques, hein, de rendre un SIT de plus en plus apaisable, de plus en plus interconnectable, aussi bien en écriture qu'en lecture, c'est-à-dire qu'on va faciliter l'accès aux données. Donc on va permettre à tout le monde finalement de lire les données de différentes formes différentes, mais aussi probablement, en imposant des limites bien sûr, hein, mais de pouvoir écrire également dans les données dans les SIT, via API notamment. Donc dans tout ça, ça marche plus. Ah, c'est bon. Dans tout ça, nous, finalement, quelle est notre avancée vis-à-vis de l'intelligence artificielle? Globalement, nous, on a fait le choix de ne pas se précipiter. On a pu démontrer lors du club d'utilisateurs qu'il est assez facile de créer une intelligence artificielle alimentée par ChatGPT pour, par exemple, interagir sur le logiciel. Mais on a derrière encore toutes ces problématiques, toutes ces questions, hein, qui ont été soulevées, et on se doit d'y répondre pour justement éviter d'avoir des problèmes d'adhésion à ces intelligences artificielles. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi de passer en mode test and learn, hein. Donc on fait des tests, on essaye,
Parfois ça marche pas. On n'a pas peur de se planter également parfois. Et globalement, ça nous a amené à nous entourer du coup d'experts qui travaillent finalement avec l'intelligence artificielle depuis des années et qui connaissent bien le sujet. Et on a axé le raisonnement sur plusieurs questions. La première, c'est quelles sont les possibilités d'hébergement. En fait, nous, on a la chance avec Tourinsoft, c'est qu'on héberge nous-mêmes nos propres serveurs, donc ça nous ouvre aussi beaucoup d'opportunités en termes d'hébergement. Et donc finalement, on a le choix aujourd'hui de utiliser les moteurs connus, ChatGPT, etc. Mais on a aussi la possibilité d'utiliser nos propres moteurs, de choisir où est-ce qu'on stocke les données et à qui on confie également l'accès à ces données-là. Également, la question surtout, c'est par rapport à la qualité, comment garantir la qualité. Donc on est en train d'essayer de tester aussi des surcouches finalement qui viennent en sortie des résultats d'intelligence artificielle pour proposer finalement des modèles derrière de statistiques qui vont évaluer la qualité du résultat fourni pour le rejeter, demander une régénération, ajouter des mots-clés, etc. Finalement, c'est aussi un grand sujet, c'est la donnée. Aujourd'hui, les SIT, on en parle, on l'a dit tout à l'heure, ça a été connu comme des bases de données SQL. Nous, finalement, dans Tourinsoft, la donnée, elle existe dans divers formats. On a une dizaine de formats de données différents qui correspondent en fait, chaque modèle de données correspond à un usage précis d'un module précis de Tourinsoft. Et en fait, l'intelligence artificielle a également besoin d'un modèle qui va être optimisé pour l'intelligence artificielle. Donc justement, on est en train de tester les différents modèles pour essayer de trouver quel est le modèle qui correspondra le mieux justement à cet usage. Ouais, c'est bon ? Je voudrais juste qu'on discute aussi avec Apidae sur l'approche, Okay. Parce que en fait j'ai une consigne qu'il faut que je lâche la salle à telle heure parce que sinon et je voudrais que juste tout le monde puisse s'exprimer et tout ça, mais on pourra peut-être rebondir si on arrive à avoir des questions. Je vais demander à Frédéric de prendre le relais, de nous donner lui sa vision un petit peu de l'Apidae, d'être aussi dans le côté de la réponse. Tiens, vas-y. D'être la réponse de ce qu'on a posé avant, ce qu'a posé justement les OGD, d'accord, et comment, c'est quoi la vision aujourd'hui vraiment du SIT de demain, quel est son rôle, est-ce qu'aujourd'hui il doit récupérer, est-ce qu'il doit intégrer dans son écosystème finalement les données tierces, est-ce qu'au contraire, voilà, c'est quoi les modèles, et je te demande d'être, non mais je sais que tu es très bon là-dessus, synthétique et explicite. Oui, il y a beaucoup à dire. Alors, je ne vais pas revenir à il y a 20 ans, et pourtant je pourrais, parce que, comme l'a rappelé le docteur Claude Benwart, il y a 20 ans naissait Apidae, qui avait un autre nom à l'époque, qui s'appelait Citra. Mais je vais revenir plutôt il y a un an. Moi, j'étais là, j'avais pris mon poste récemment à la tête d'Apidae, il y a un an. Et en gros, il y avait 3 écoles, on discutait ici, c'était un peu l'émoi par rapport à l'intelligence artificielle. Il y avait 3 écoles, c'était... en parlant de que va faire l'IA, est-ce qu'elle va remplacer le SIT? Alors il y avait une école qui disait mais l'IA c'est une tendance, tout le monde aura oublié ça dans 2 ans. Bon. Il y avait une deuxième école qui disait Apidae, les SIT c'est terminé, dans 3 ans c'est fini. Et pareil pour tous ceux qui sont dans la salle là-bas, tous les SI. Et puis il y avait une troisième école qui était plus ou moins, je sais pas. Entre deux. Voilà, non ou je sais pas. Bon, il y en avait quelques-uns qui avaient des convictions déjà, mais moi j'étais plutôt dans cette troisième école où je ne savais pas vraiment. Et depuis, avec nos équipes, Apidae, de l'eau a coulé sous les ponts et on s'est fait quand même des bonnes convictions. Et évidemment, je vais pas revenir sur la partie générale qui a été très bien dite avant, mais de toute évidence, enfin en tout cas c'est ma conviction, les SIT vont perdurer et vont être de plus en plus importants paradoxalement, parce que comme vous l'avez très bien dit, il faut qu'il y ait un endroit où la donnée qualifiée de référence, celle qui est prescrite par les offices de tourisme, etc., il faut qu'elle soit stockée quelque part et puis que derrière elle puisse être diffusée, elle puisse être utilisée par les IA, notamment. Alors l'IA, effectivement, c'est ce que j'ai mis sur le slide, ça va permettre des choses qu'on ne pouvait pas imaginer il y a encore quelques années. Vous avez parlé de la personnalisation ou l'ultra-personnalisation, c'est-à-dire que, comme le disait Aurélie aussi, est-ce qu'aujourd'hui on va avoir sûrement un contenu brut stocké quelque part, qui est un contenu de référence, qui est qualifié par les OT, qui connaissent particulièrement et très bien leur territoire. Mais derrière, on ne va pas faire 20 descriptifs pour dire ce contenu, je vais le mettre pour les sportifs, je vais le mettre pour les enfants, je vais le mettre pour l'hiver, je vais le mettre pour l'été, je vais le mettre pour les étés, pour les enfants.
Attends, parce que là, ça rejoint un peu la logique, quand je dis 200-300 segments de clientèle, comment vous, SIT, vous le gérez ça? Exactement. Est-ce que c'est vous qui le gérez? Est-ce que c'est, tu vois, c'est encore un peu tôt pour le dire, parce que nous, les SIT aujourd'hui, on gère une donnée qui est une donnée de référence. Nous, dans Happy Day, on a des notions d'aspect, etc., qui permettent de faire été, hiver avec différents descriptifs. Mais tout ça va exploser, va être facilité par l'IA. C'est évident, avec les capacités de traitement, le prédictif, la base de connaissances, etc. Mais ma conviction, c'est que le SIT va perdurer parce que déjà, il faut stocker ces données, comme je le disais. Et puis, il faut les créer, ces données. Il faut qu'il y ait des gens qui ont cette émotion, j'ai mis émotion, culture, contexte, qui connaissent ça. L'IA ne remplacera jamais ça. Qui ont cette expertise locale et puis qui ont cet effet de prescription. On en parlait hier, mais entre une donnée communautaire et une donnée fournie par un professionnel du tourisme, il y aura toujours un plus pour la donnée référencée. Enfin, c'est quand même une conviction. Donc bon, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais de mon point de vue, les SIT vont perdurer et l'IA va apporter énormément aux SIT. Donc ça va être un circuit avec d'un côté une IA qui va permettre vraiment cette validation des données, un SIT qui va permettre d'être un système sur mesure, et on va toujours avoir des canaux qui partent un petit peu partout sur vos sites web, sur les différents éléments du SI. Et puis il y a aussi tout cet aspect humain et un aspect collaboratif qui est important chez nous, avec un réseau qui anime la donnée. Et ça, je pense que ça va perdurer. Et c'est important que ça perdure, et on va revenir finalement avec ce Far West qui est en train d'arriver avec l'IA. Je pense qu'on va revenir à des choses un petit peu plus... ça va s'équilibrer. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie un petit peu générale. Maintenant, je vais parler un petit peu si j'ai un petit peu de temps. Oui, t'as 2 minutes. Non. Non, mais vas-y. Parce que, des choses très concrètes. Donc, chez Happy Day, j'ai dit il y a un an, moi j'étais loin de ça, mais on n'a pas pris le train, on a pris le TGV de l'IA. Vraiment. En 2024... De face. Non. On l'a pris sur le côté, en courant. Et donc on a créé, alors pour le coup c'est un anglicisme, voilà, nous c'est comme ça, on a créé Happy Day Factory. Donc Happy Day Factory, alors on n'est pas une entreprise qui a les moyens de Google, c'est évident, on est 20 personnes. Donc on a essayé d'être créatif et d'avoir une structure qui nous permette d'innover sans avoir toutes les contraintes opérationnelles. Et c'est pour ça qu'on a créé une factory, c'est-à-dire que c'est une structure dans la structure qui nous permet de tester ces cas d'usage. Donc les cas d'usage, c'est vous tous qui nous les ramenez, qui pouvez nous les ramener. Hier, j'en ai entendu, il y en a certains d'entre vous qui disaient, dans les Charentes, là par exemple, ça serait vachement bien de scanner une affiche et que ça rentre directement en événement dans Happy Day. Ben oui, c'est sûr. Mais des cas d'usage, il y en a des centaines comme ça. Donc on teste des cas d'usage les plus importants et les plus impactants. Ça, c'est la première chose, Happy Day Factory. La deuxième chose, c'est pour nous aussi, pour une acculturation de l'équipe, c'est-à-dire qu'on a toute notre équipe qui est montée en compétences grâce à cette factory. On est dans de la méthode agile, c'est-à-dire qu'on fait des expérimentations tous les mois qui n'ont pas forcément vocation à intégrer la plateforme, mais on fait des tests. Et si on voit que c'est bien, on pousse un peu et on l'industrialise. Et puis ça nous permet évidemment d'être compétitifs. Donc cette structure, elle a été faite essentiellement avec des gens en interne. Il y a notre CTO qui mène ça, il y a notre responsable produit, il y a nos équipes techniques qui sont embarquées et qui, grâce à des experts externes, montent en compétences. On a vraiment des gens très bien pour ça. Voilà pour Happy Day Factory. Et pour vous en dire un petit peu plus et être très concret sur ce qu'on a fait, et je pense que ça vous intéresse potentiellement, et on va décliner sur des cas concrets. Là récemment, certains d'entre vous ont remarqué qu'on avait sorti QuickGen, c'est le nom de notre module. Donc QuickGen, c'est ce qui est venu en premier, ce qui était le plus naturel. C'est-à-dire on a fait du génératif. Vous saisissez les données de votre fiche, alors ça va être les données, comme on disait tout à l'heure, les aspects, les labels, le type de données. Vous allez donner des consignes ouvertes à l'IA. Je veux que ce descriptif, je reviens à ce que je disais, soit pour les enfants, etc. Et on va vous générer un descriptif qui est bien foutu, dans lequel il y aura, si vous avez donné des mots SEO, qui va intégrer ça, etc. Et ça, c'est quand même vachement bien parce que c'est intégré dans l'outil et vous allez pouvoir faire aussi de la masse. C'est-à-dire que vous avez un gros trou, il vous manque sur un endroit ou il vous manque sur un type d'objet 200 ou 300 fiches, d'un bloc ça va pouvoir être fait et derrière vous avez la main bien sûr pour améliorer les contenus. Donc ça c'était le truc un peu naturel et qui n'est pas révolutionnaire, il faut se le dire. On travaille sur des choses un petit peu pointues, donc là j'ai mis juste une saisie d'écran, je ne voulais pas mettre trop de choses. Allez voir sur nos réseaux, sur notre newsletter, etc. ce qu'on fait.
On a des expérimentations qui ont été très très intéressantes. Une des autres expérimentations, c'est on fournit une URL de site web. Alors ça va être l'URL d'un hôtel, d'un événement, d'un musée, peu importe. L'intelligence artificielle va se démerder, va aller chercher tout ce qu'il faut et va remettre dans les champs Apidae toutes les infos, c'est-à-dire horaire d'ouverture, tarifs, s'il y a les droits et si c'est libre, les photos, etc. Et ça marche vachement bien et je pense que ça résonne pour ceux qui saisissent au quotidien des centaines de fiches et c'est un travail hyper fastidieux. On imagine ce que ça peut faire gagner comme temps et comme efficacité parce que tout ça a pour objectif, et je crois que vous l'avez dit, c'est que on soit moins sur ces travaux qui sont fastidieux et finalement à faible plus-value et qu'on se concentre sur le métier initial des agents du tourisme, c'est-à-dire la promotion, la structuration, voire des choses qui touchent plus de la mission de service public, sur la durabilité, sur l'accessibilité, etc. Donc on se concentre là-dessus et qu'on passe moins de temps sur des choses un petit peu industrielles et fastidieuses. Ça veut dire quand même qu'à partir du moment où on a ce type de service, demain, parce qu'il n'y a que des OGD dans la salle, là, ça veut dire que leur rôle à eux, ça sera de rentrer bien sûr les données, mais ça veut dire d'aller les chercher sur le terrain, tout ça. Enfin, moi, je suis intimement persuadé qu'il y a un rôle vraiment qui va changer à ce niveau-là. Et que votre enjeu à vous, c'est comment je vais aller chercher le petit coin à droite, à gauche, la recommandation, ainsi de suite. Ce qui est sympa, c'est on revient en fait aux origines même de la structuration touristique. C'est-à-dire que j'ai un office du tourisme, il va vraiment créer de l'offre lui-même, d'accord, que ce soit des visites, ainsi de suite. Et finalement, si on a ce genre d'automatisation, d'accord, avec l'intelligence artificielle, on va leur laisser du temps pour revenir à l'essence même de leur métier. Tu es d'accord sur cette approche ? J'ai rien à rajouter. Écoute, trop cool. Alors, si j'ai encore une minute, j'ai un autre cas qui est intéressant. Je suis toujours sur du concret. T'as une minute parce que j'ai une minute, ça va tenir. On a fait une autre expérimentation qui est vachement sympa et vachement intéressante. On a une base nous, donc pour entraîner une intelligence artificielle, c'est vachement bien. Nous, on a les données. Parce que ça aussi, c'est important. Et on a les données qui sont vérifiées par vous. Donc on a 500 000, c'est pas la course à l'échalote, on a 500 000 points d'intérêt en base. On a fait un test sur 5000 données, on lui a donné les descriptifs et on a dit vas-y, catégorise-nous ça. Donne-nous la catégorie et la sous-catégorie. Et à partir de ces descriptifs, il a pu pouvoir dire ça oui, je vois que c'est une pièce de théâtre et que c'est donc de type événement et de sous-type pièce de théâtre. Et sur ce premier lot de 5000 données, sur notre propre intelligence artificielle, on avait 75% de résultats justes, ce qui est déjà pas mal. Et on a vu en prospective que si on étend ça sur notre base, on va arriver à peu près à 90%. Donc on n'est pas encore au 100%, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne va pas pouvoir bosser toute seule, mais en tout cas, elle va faire gagner un temps fou, c'est-à-dire qu'une fiche sera déjà, vous aurez déjà les propositions de catégories sous catégories, et quand on connaît les multiplicités de catégories dans le monde touristique, nous on a je ne sais pas combien dire, mais on a des dizaines, voire des centaines de catégories et sous-catégories. Ça va alléger énormément votre boulot. C'est-à-dire que si vous voyez tout de suite, ça a été classé par défaut événement, pièce de théâtre, voire pièce de théâtre comique, vous allez dire oui c'est ça, donc c'est bon, je valide et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti. Je te remercie Frédéric. Ludo m'a donné une consigne hyper précise. On peut les applaudir. Voilà, donc on a... Allô ? On a essayé de poser le problème. On n'aura pas le temps de poser des questions. Par contre, je vous avais bien repéré. Donc, ils vont se balader partout. Vous pouvez aller leur dire, s'il vous plaît, je peux avoir renseignement, tout ça. Je vous invite à le faire. On va pas... si je vais peut-être prendre 2 minutes de plus par rapport à la synthèse de l'atelier. Voilà. En termes de synthèse, en gros, les données s'affirment comme des matières premières précieuses. Ça, vous avez compris. Il faut qu'elles soient riches, fiables, qualifiées, contextualisées, chaudes, froides. Elles vont se démultiplier et elles vont arriver de plein de sources différentes. Hop. Oh, je me trompe de bouton. Normalement, les SIT, on l'a vu là, devraient jouer un rôle majeur là-dedans. S'ils relèvent le défi, il y a un enjeu majeur dans le défi. Tout ça, c'est vraiment quelque chose de clé aujourd'hui. Dans ce brouillard-là, il faut savoir conduire, quoi. C'est un rôle au service des territoires et des multiples partenaires qui vont constituer l'écosystème touristique de demain. Un rôle de facilitation de la collecte des données, et là le rôle est important pour vous OGD, pour l'interconnexion, où je le vois beaucoup plus sur les enjeux des SIT,
Il va falloir le stocker, les associer, les mixer, tout ça, avec des logiques donc, de partenariat très forts. Là, je me tourne vers les ADN et ainsi de suite, qui, à mon avis, doivent jouer vraiment très fortement à ce niveau-là. Le défi qui s'annonce majeur pour les territoires qui devront se concentrer sur leur expertise de la destination. Moi, je pense que c'est vraiment important de comprendre ça. C'est qu'il faut basculer dans cette logique-là pour fiabiliser, enrichir les données au bénéfice de l'expérience client augmentée. Voilà. S'il y a une vraie remise en cause, il va falloir vraiment s'adapter. Vous verrez un petit peu ça si vous revenez sur le truc. Et je marque aussi en synthèse qu'il y a des études et des commissions qui se mettent en place et que c'est en train de bouillir un peu dans les cerveaux humains, d'accord, pour essayer de dessiner l'avenir. Voilà, j'espère qu'on a apporté un peu une réflexion pour vous, que vous allez participer activement à cette démarche et je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir participé. Et on peut les applaudir. Benoît, si tu me permets juste un mot, Ouais. pour compléter ta synthèse, je voudrais paraphraser mon collègue Antoine du CRT Bretagne qui dit que les OGD vont devenir demain des tiers de confiance de la donnée touristique. Je trouve que ça illustre bien la conclusion les propos de cet atelier. Merci, c'est super que ce soit une femme qui nous conclue l'atelier. Parce que tu es Merci. Bonne journée.